Bien, bienvenue à tous en ce dimanche matin. Bon, je vois que vous êtes les plus motivés. Vous êtes venus pour avoir des petits trucs et astuces pour savoir comment apprendre des langues vite et bien. Alors, je m'appelle Cécile Pletsenik et je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu ensemble. Alors, ça fait style vite et bien, mais ce n'est pas, il ne s'agit pas de techniques un petit peu obscures, du style arnaque, apprendre à parler anglais pendant son sommeil, ou autre, l'allemand en 2 semaines, ou parler couramment chinois en 1 mois. Non, non, non. Vite et bien, mais on va être réaliste quand même. Et alors, je vais me présenter un petit peu pour que vous sachiez pourquoi je viens vous parler de ça. Déjà, pourquoi moi, quel est mon rapport avec les langues et quelle langue je parle. Donc, je suis une polyglotte, vous l'avez peut-être vu sur le programme. Donc, ça veut dire que je parle quelques langues étrangères. Alright, the first foreign language that I learned was English. Probably like most of you at school, we had lessons. I started when I was 11 years old, and back then there was no internet access. Yeah, I'm not so young. And so I was relying completely on my teachers to teach me, to give me the knowledge, to make me speak that language. But unfortunately with English, I wasn't very lucky as far as teachers were concerned. I didn't really have very good teachers, so my English was pretty poor all the way up to high school, and things started to change really when I became an adult and I decided to do something about it personally. And then I started having language exchanges in real life with native speakers, and I also went to work to the UK, and then finally I managed to master the English language. Those of you who have understood what I've just said, please raise your hand. Bueno, el segundo idioma extranjero que aprendí también en la escuela, al igual que el inglés, es el español. Lo empecé pues como todos cuando tenía 13, 14 años, y ahí sí que tuve un poquito más de suerte que con el inglés. Mi primera profesora de español era muy buena pedagoga. Hay un niño gritando por ahí. ¿Le puedes decir al niño que deje de gritar, por favor? Gracias. Y nada, es un idioma que me gusta mucho, y luego llegué a estudiar en España, etcétera, etcétera. Si me habéis entendido, por favor, las manos arriba. C'est ça, tout à fait. À la fin, je dis, si vous avez compris ce que j'ai dit, levez la main dans la langue en question. Merci. Bien, man sagt, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ich mag diese Sprache, seine Logik, seine Aussprache auch. Deutsch ist die erste Fremdsprache, die ich selbst gelernt habe. Ich habe 7 Monate in Österreich gelebt und die ganze Zeit bin ich ins Kino gegangen, habe das Radio angehört und ein Tandem mit einer sehr sympathischen Frau gemacht. Wir haben uns 2-mal pro Woche getroffen und auf Französisch und Deutsch gesprochen. Ich habe auch Kinderbücher gelesen, das war viel Spaß. Danach, zurück in Spanien, habe ich Deutsch für die Wissenschaft studiert, aber es ist lange her. Hände hoch, ob Sie verstehen, was ich gesagt habe. Des germanistes dans la salle, bien. Slovenčina je najťažší jazyk, ktorý som sa kedy naučila. Pretože je to môj prvý slovanský jazyk a nepodobá sa na iné jazyky, ktoré už ovládam. Teraz bývam už 6 rokov na Slovensku a mám slovenského manžela. Ale integrácia nebola zo začiatku veľmi jednoduchá. Snažila som sa si nájsť nejaký kurz slovenčiny pre cudzincov, ale všetky boli večer,
kedy som ja pracovala, tak potom som si povedala, dobre, kúpila som si knihy a začala som sa naučiť sama každé ráno 10 minút a potom večer som sledovala slovenské seriály na internete a takto pomaličky, prosím vás, tichučko, ďakujem, takto pomaličky som sa učila a ešte stále sa učím, lebo moja slovenčina nie je dokonalá, bohužiaľ. Podľa mňa to bude asi výzva na celý život. Ruky hore, ktorí rozumeli, čo som hovorila. Questa è un'altra delle lingue che ho imparato completamente da sola. Per favore, se volete essere qui, c'è bisogno di stare zitti. Va bene? Quindi, l'italiano, come l'ho imparato? Sono andata a fare volontariato in un'azienda agricola per 5 mesi al sud e ho fatto anche giri in bicicletta per scoprire i bei paesini nei dintorni. Ho venduto i prodotti della nostra azienda al mercato e ho conosciuto tantissima gente bravissima, simpatica, con cui parlare l'italiano e mi sono migliorata velocemente. Dopo, fino ad adesso, siamo rimasti in contatto sulle reti sociali e sono i miei buoni amici. Alzino le mani quelli che hanno capito quello che ho detto. Bien, donc ça c'était pour les langues que je parle couramment. Vous les avez toutes reconnues? Donc il y avait... Oui, il y avait l'anglais, il y avait l'espagnol, l'allemand, le slovaque, tout à fait, l'italien. Et en bas, j'ai rajouté quelques drapeaux. Est-ce que vous reconnaissez le premier? Oui, c'est le drapeau du Vatican, parce qu'en fait, j'ai fait du latin. Pendant pas mal d'années, je l'ai étudié, c'était ma spécialité au bac, et aussi je l'ai étudié à l'université, mais je ne parle pas latin. Je suis capable de lire, de traduire, mais pour moi c'est vraiment une langue morte et donc complètement passive. Donc je ne vous ferai pas une démonstration de comment je parle le latin parce que je ne le parle pas. Le drapeau du milieu, quelle est cette langue mystérieuse? N'ayez pas peur, hein, c'est pas grave de se tromper, il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Je vous donne des indices. C'est une langue romane, c'est-à-dire de notre famille, de la famille de l'espagnol, du français, de l'italien. C'est pas le roumain. Tchèque, c'est slave. C'est le galicien. Le galicien, c'est une langue parlée en Galice. Alors la Galice, c'est cette région de l'Espagne qui est au-dessus du Portugal. Et en fait, c'était la même langue que le portugais au Moyen-Âge. Et depuis, ils se sont un petit peu séparés. Et je comprends le galicien, j'ai vécu en Galice. Et j'ai regardé, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, un programme de télé de la télévision galicienne. Parce que j'avais un ami qui passait à la télé. Bref, j'ai tout compris. Mais quand moi, j'essaie de parler galicien... En fait, c'est un peu de l'espagnol avec une intonation galicienne. Je mets des petits suffixes à la galicienne au bout des mots, mais c'est pas vraiment du galicien. Donc, c'est une connaissance plutôt passive, mais ça me permet de comprendre le galicien et aussi le portugais. Bien qu'après, j'ai un peu de mal à répondre et à me faire comprendre parfois. Et la dernière langue que j'ai commencé à apprendre très récemment, c'est le grec moderne. Vous avez sans doute reconnu le drapeau, oui. Voilà. Voilà pour mes langues, donc je suis une polyglotte, donc vous vous imaginez, waouh, mais cette fille ne fait rien d'autre de sa vie, elle n'a pas de vie, ou que je suis quelqu'un de particulièrement exceptionnel. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément de gens qui sont polyglottes dans le monde, qui parlent bien mieux et bien plus de langues que moi. Et on va voir justement comment faire si nous, on a envie d'apprendre une première, une deuxième langue ou de s'améliorer. Je vais essayer de vous donner les clés aujourd'hui et certaines astuces pour progresser et pour, qui sait, devenir bilingue ou tout au moins être capable d'avoir des conversations, regarder des films ou lire des livres dans la langue que vous avez envie d'améliorer. Bien. Alors,
Oui, c'est une éponge. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, la question, c'est pas forcément une question de quel livre on utilise, de quel cours, de quel prof. Je vous ai dit que quand j'étais plus jeune, j'attendais que les profs m'enseignent. Mais en fait, c'est plus une question d'attitude pour s'améliorer en langue. Et je vais vous parler de 4 attitudes qui en fait n'aident pas beaucoup à s'améliorer vite et bien. 4 attitudes qu'il faudrait peut-être revoir, qu'on a peut-être tous eu à un moment ou à un autre, mais qui ne nous aident pas à nous améliorer, à progresser efficacement dans la langue. Et cette première attitude, c'est celle des gens que j'ai appelée l'éponge. Alors l'éponge, c'est quelqu'un qui, quand il veut apprendre une langue, se dit la meilleure façon, ou même la seule, selon lui, c'est de partir directement en immersion dans le pays. Et comme ça, hop, on achète son billet d'avion, on se plante sur place, et là, on attend que, comme par miracle, qu'on s'imprègne comme ça naturellement de la langue, comme une éponge qui absorberait ce qu'il y a autour de nous. Alors, en fait, c'est pas tout à fait comme ça, parce que si on ne fait rien pour être en interaction avec la langue quand on est dans le pays, et ben en fait, ça va pas forcément nous aider. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Clément, qui voulait améliorer son anglais. Il est parti travailler dans un pub à Londres pendant 1 an. Donc, quand je l'ai revu, quand il est rentré, je dis, bah alors, l'anglais Et en fait, il avait des collègues et des colocataires espagnols et italiens. Et donc, du coup, il avait appris quelques phrases en espagnol, en italien. Oui, bah évidemment, il savait comprendre « one beer, please ». Mais son anglais n'avait pas vraiment progressé. Et on va voir que c'est le cas aussi d'autres polyglottes qui ont appris des langues après, mais qui avaient cette tendance à croire que la seule façon, c'est de partir dans le pays. Alors, ça peut être une des façons, mais en fait, avec tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui, avec Internet, etc., eh ben, on peut se créer un bain, une immersion, sans forcément aller dans le pays. Et il y a une question d'attitude aussi. Ne pas être passive et attendre que ça nous rentre tout seul. Et justement, en parlant de passivité, il y a cette deuxième attitude qui ne conduit pas forcément au succès vite et rapide dans les langues. C'est celle que j'ai appelée l'entonnoir. Alors cette attitude de l'entonnoir, c'est quelqu'un qui... quand il veut apprendre une langue, va chercher la meilleure école, le meilleur prof, le livre le plus moderne, le mieux adapté. Et en fait, il va attendre que ce prof fantastique, que pendant ses cours, on lui verse directement les connaissances dans le cerveau. Bon, alors, moi j'ai une cousine qui avait fait allemand au collège, et puis ensuite elle aime beaucoup l'espagnol, elle adore l'idée de l'Espagne, elle voudrait partir en vacances, etc. en Espagne. Et je lui ai dit, écoute, il est jamais trop tard pour commencer à apprendre une langue. Je l'ai un peu encouragée, je l'ai motivée et tout. Et donc, entonnoir, elle s'est mise à chercher une super école. Elle en a trouvé une pas donnée, et donc elle s'est inscrite et tout, et elle a commencé à aller en cours. Et quand on s'est revus à la dernière réunion de famille, ça fait 3 ans qu'on s'était pas vus, je dis alors l'espagnol, t'as continué, etc. Elle me dit oui, ça fait 3 ans que je vais en cours et tout, dans cette super école. Ah, je dis mais c'est génial, alors si tu veux, on peut discuter un petit peu, parce qu'elle se craint pas avec moi, forcément c'est ma cousine, et comme ça tu vas pouvoir pratiquer. Et là elle me dit oh tu sais, je me sens pas encore vraiment capable de parler en espagnol. Et là je me dis mais au bout de 3 ans, c'est quand même dommage de pas pouvoir avoir une conversation, ne serait-ce que de base, avec sa cousine dans la langue. L'attitude suivante, qui fait que peut-être on ne progresse pas aussi vite et aussi bien qu'on pourrait ou qu'on voudrait, c'est celle du food technology. Alors le food technology, en fait, c'est quelqu'un de fondamentalement optimiste qui aime beaucoup lire des articles sur Internet. Il est toujours à l'affût des dernières tendances. Il va, par exemple, il y a Xavier, mon ami, qui vient comme ça, qui me renvoie toujours des liens sur un article. Ouais, il y a cette nouvelle méthode pour apprendre l'anglais en dormant, ceci, cela. Il se télécharge aussi beaucoup d'applications sur son smartphone.
qui sont censés l'aider à apprendre à parler couramment telle ou telle langue. Mais moi, finalement, Xavier, je ne l'ai jamais entendu parler aucune langue étrangère. Donc oui, de l'optimisme, c'est bien, mais placer tous ses espoirs dans une technologie en particulier ou dans un miracle du progrès, c'est peut-être pas ce qui va nous aider le plus. Et enfin, la dernière attitude, alors c'est une attitude, je confesse, je l'ai eue aussi, c'est celle du chronomètre. C'est cette personne qui, quand on lui demande « Alors, est-ce que tu parles espagnol ?» il va te répondre « J'ai fait 5 ans d'espagnol au collège et au lycée. » En fait, c'est une personne qui, au lieu de répondre « Bah oui, je parle » ou « Je parle pas », elle va centrer l'attention sur le temps passé à apprendre cette langue pour peut-être éclipser les piètres résultats obtenus pendant tout ce temps. Donc moi, quand je vous ai parlé de mon latin, langue que je ne parle pas, j'ai dit « J'ai fait du latin pendant 8 ans. » Bon ben voilà, on est un petit peu tous chronomètres parfois. Bien, et alors, si ces attitudes ne fonctionnent pas vraiment, comment s'y prendre du coup? Alors, je suis partie à la quête, à la recherche de la méthode pour apprendre une langue vite et bien. Et donc, j'ai commencé par faire quelques observations, certains constats. Et donc, le premier constat, c'est celui-ci, qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait, enfin, que les scientifiques savent, il y a des recherches en neurosciences, en psychologie, en linguistique. On sait beaucoup de choses sur comment fonctionne notre cerveau. Alors, on ne sait pas tout, hein, mais on sait quand même des choses sur comment apprendre mieux ou comment parler, surtout des langues étrangères. L'acquisition des langues étrangères, il y a eu beaucoup de recherches faites là-dedans en linguistique. Et en fait, ce que je trouve très dommage, c'est que tous les résultats de ces recherches ne se reflètent pas forcément dans la pratique de cours, dans les salles de classe. Et donc, en fait, on peut passer pas mal d'années sur les bancs de l'école, oui, à écouter plus ou moins un prof, à faire des exercices à trous. Mais, en fait, dans le cas des langues étrangères, c'est vraiment très, très, très évident parce qu'on voit tout de suite si un élève est capable de parler ou pas. Dans d'autres matières, on peut peut-être un petit peu dissimuler, parler de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas, en histoire par exemple, mais dans les langues, soit on la parle, s'il y a un natif qui arrive qui nous pose une question, soit on comprend ce qu'il nous dit, on est capable de répondre ou pas. Et donc en fait c'est dommage parce que tout ça, ça conduit à une perte de temps. On passe beaucoup d'années sur les bancs de l'école et parfois il y a des gens qui se démotivent ou qui se disent même « Bon bah moi je suis pas douée pour les langues ». Voilà. Et même si on a réussi quand même dans le système scolaire à s'en sortir plus ou moins, ben, moi je trouve que peut-être que c'est possible de faire mieux, de s'améliorer plus vite, de ne pas passer 8 ans à apprendre l'anglais et juste savoir se présenter et faire des exercices de past continuous, past perfect. C'est un petit peu dommage. Et donc, j'ai continué ma quête, ma recherche de cette méthode, et je suis allée voir un petit peu plus loin. Et là, alors cette photo a été prise à Bratislava l'année dernière. C'était la rencontre la plus importante au niveau du nombre de participants, de polyglottes du monde. On était presque 500 polyglottes réunis. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, parce que tous ces gens parlent plein de langues, même plus que moi, même mieux que moi. Il y en a qui m'impressionnent vraiment, qui sont des vraies sources d'inspiration. Et comment c'est possible en fait qu'il y a quelqu'un comme le polyglotte qui peut apprendre plein de langues comme ça les unes après les autres, alors que le chronomètre, lui, en 8 ans, n'a pas appris grand-chose. Un polyglotte, en 8 ans, peut apprendre à parler couramment 4 langues. J'en ai rencontré. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quelque chose. Est-ce que ces gens sont extraordinaires? Est-ce que ces gens ont un gène particulier, un talent où ils font que ça de leur vie, ils n'ont rien d'autre à faire? Ou est-ce qu'ils font partie de l'élite intellectuelle mondiale? Et donc, je leur ai parlé un petit peu. Et en fait, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il y en a qui sont pas forcément très intelligents et pourtant ils parlent des langues. Il y en a qui avaient de grosses difficultés à l'école
et notamment en langues étrangères. Ils n'avaient pas la moyenne, c'était très galère. Et en fait, beaucoup d'entre eux ont compris le truc à l'âge adulte. Et après, une fois qu'ils ont compris le truc dont on va parler après, eh bien, ça leur a ouvert des portes incroyables. Et c'est là qu'ils ont commencé à prendre confiance aussi en eux. Et à pas se dire, ah ben non, je suis nulle en langue, c'est pas fait pour moi. Et à se dire, bah non, en fait, ça marche. Et quand ça commence à marcher, forcément, on est plus motivé. Et puis alors, ils ont appris une langue, puis une autre, etc. Et donc, j'étais à la rencontre polyglotte parce que j'avais été invitée à y donner une conférence. Et voilà. Et donc, j'en ai vraiment profité pour individuellement aborder des gens plus ou moins connus de cet univers polyglotte. Est-ce que vous les reconnaissez, ceux-là, sur la photo? Et si je vous dis, il y a un blog sur Internet en anglais qui est le blog sur les langues le plus lu au monde, qui s'appelle Fluent in 3 Months. Peut-être que vous l'avez vu. Et bien, c'est ce monsieur, Benny Lewis, qui le tient. Et alors, Benny Lewis, c'est quelqu'un de tout à fait particulier, c'est un Irlandais. Et alors lui, il a vraiment galéré. Alors aujourd'hui, il est très connu, il a appris plein de langues, même des langues assez exotiques, le chinois mandarin, etc., avec succès. Mais il a commencé, c'était une éponge. Bon, à l'école, c'était une catastrophe, il avait fait juste du français, mauvaise note, il n'avait jamais la moyenne, découragé, il pensait vraiment que bon, les langues, c'était pas fait pour lui. Et puis, une fois qu'il a eu une vingtaine d'années, il s'est dit non, j'aimerais bien apprendre l'espagnol quand même. Hop, il est allé en Espagne, il s'est planté sur place et là, il a fait l'éponge. Il a attendu que peut-être, en écoutant, voilà, que ça viendrait tout seul. Et au bout de 6 mois, il s'est rendu compte que, bon, à part commander une bière au bar, il savait pas faire grand-chose en espagnol, et qu'en fait, les gens l'utilisaient, lui, pour pratiquer leur anglais. Et qu'il s'était retrouvé dans toute une communauté d'expatriés, et finalement, il n'était pas en contact avec la langue. Et c'est là qu'il s'est dit, non, stop, j'ai tout quitté en Irlande pour partir en Espagne, pour vraiment enfin apprendre une langue, faut que je fasse quelque chose. Et en fait, lui, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de parler la langue dès le premier jour. Même balbutier 2-3 mots, c'est pas grave, il sait pas dire grand-chose, mais voilà. Donc ça, c'est son approche à lui. Ensuite, j'ai posé à Luca Lampariello la question, et toi, comment t'apprends des langues étrangères? Vous le connaissez peut-être, il a fait des vidéos sur YouTube, et même en français. Et il donne des conseils donc pour apprendre des langues. Et alors lui, il m'a dit, c'est très simple, moi j'apprends de chez moi. Donc lui, il part pas en immersion à l'étranger, il reste chez lui et il s'achète un livre d'auto-apprentissage, donc type méthode, assimile, etc. Et lui, il fait de la traduction, de la double traduction en fait. Il prend le texte dans la langue cible qu'il veut apprendre, il le traduit vers sa langue maternelle, donc l'italien, et ensuite, donc il a tout un système progressif, et ensuite il retraduit dans un deuxième temps, où il essaie du moins, sa traduction de l'italien vers la langue originale cible. Et c'est comme ça qu'il procède avec des livres de chez lui. Donc pour l'instant, pas grand chose à voir entre ce que l'un et l'autre font, à première vue en tout cas. J'ai continué mes petites investigations, et je suis allée parler à Steve Kaufman. Steve Kaufman, c'est un Canadien. Alors lui, c'est super pour les gens plus âgés parce qu'il a commencé à apprendre plusieurs langues étrangères. Il avait appris le français à l'école, etc. Mais il a commencé à apprendre d'autres langues à partir de 60 ans. Donc comme quoi, hein, si vous avez 40, 50 ans et que vous vous dites « Oh là là, les langues, c'est plus pour moi », il n'est jamais trop tard. Et il en apprend avec succès, il a appris des langues exotiques, notamment des langues asiatiques. Et alors lui, ce qu'il fait avant de se mettre à parler comme Benny Lewis dès le premier jour, non. Lui, avant tout ça, il s'imprègne de la langue. Il a un site qui s'appelle LingQ. Et sur son site, il y a des petits textes avec les audios. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lit ces petits textes simples en écoutant en même temps
et regardant les traductions, et il s'imprègne. Et il apprend du vocabulaire. Voilà. Et c'est qu'une fois qu'il est bien imprégné de la langue, qu'il a beaucoup de mots à son actif, qu'il va se lancer dans une conversation. Et etc., etc., etc. J'ai été poser la question à plein de polyglottes de comment eux procèdent. Donc, par exemple, il y a lui, Idaho Sanes, qui est un musicien. Donc, il a une approche auditive, forcément. Tout passe par l'oreille. Donc, si on n'a pas une bonne oreille, bon, voilà, bon, etc., etc. Et alors, mais je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a autant de méthodes qu'il y a d'apprenants, en fait. Il y a autant de façons d'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre celui qui part en immersion, celui qui fait des traductions dans sa chambre sur son bureau, l'autre qui apprend en s'imprégnant, en écoutant, etc. Bref. Et alors, j'ai essayé de faire des recoupements et je suis arrivée à une conclusion. C'est qu'il y a 5 grands principes que tous ces polyglottes, dans toutes leurs approches, si différentes puissent-elles paraître, qu'ils appliquent. Et ces 5 principes, alors je les ai regroupés sous un nom un petit peu comique. La méthode super. Tous ces polyglottes ont un système dans leur apprentissage. Un système unique, alors je vais vous en dire plus, je vous expliquerai. Unique, passionnant, efficace et régulier. Alors un système, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils savent où ils vont. Ils savent exactement ce qu'ils veulent apprendre dans la langue. Est-ce qu'ils veulent savoir parler? Est-ce qu'ils veulent pouvoir savoir envoyer des emails professionnels pour le travail? Voilà. Ils ont un objectif, ils savent où ils vont. Ça peut être un objectif très ambitieux ou ça peut être un objectif tout simplement, la prochaine fois que je pars en vacances en Grèce, je voudrais pouvoir commander ma salade grecque en grec, par exemple. Donc voilà. Et donc, avoir ces objectifs clairs et avoir un plan. Quelque chose, il décide, ah bah tiens, je vais utiliser ça. Moi, je vais faire de la traduction. Moi, je vais faire comme ça. Et c'est ce plan qui va les amener à leurs objectifs et à réussir. Et donc, ils ont tous un système unique. Unique, c'est-à-dire vraiment adapté à eux. Parce qu'on est tous différents. On a tous des contraintes, on a tous un temps limité, on a une vie, on a une famille, on a un travail, des études, et aussi on a une façon différente d'apprendre, on a des intérêts, des besoins complètement différents. Et donc, c'est comme les t-shirts à taille unique. Bon, oui, alors ça peut nous aller, mais ça correspond pas vraiment à notre taille et tout. Mais c'est encore pire si on prend tous la même paire de chaussures. Il y en a qui vont faire du 43, mais je vous offre une paire de chaussures en 38. Ou il y en a d'autres qui font du 34, ils vont nager dedans. Donc c'est difficile d'avancer avec des ressources, du matériel, une méthode qui n'est pas adaptée à nous et qui n'est pas adaptée à nos contraintes et à nos objectifs. Donc vraiment, n'ayez pas peur quand vous mettez en place votre petite approche personnelle, de sélectionner ce qui vous convient. Et ce qui a marché pour votre ami, pour Pierre-Paul Jacques, ce que vous dit le prof, si ça vous va, c'est très bien. Et si ça ne vous va pas, cherchez autre chose. On a plein de choses à notre disposition aujourd'hui sur Internet. On n'est pas obligé d'apprendre la grammaire avec un livre ennuyeux de texte à trous et répétitif. On peut télécharger une application. Il y a plein de moyens. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous va pas, faites comme pour les vêtements, faites comme pour les chaussures, rentrez dans la cabine d'essayage, allez feuilleter dans une bibliothèque, dans une librairie, regardez ce qu'il y a et ensuite choisissez ce qui vous plaît vraiment et ce qui va être vraiment adapté à vous. Passionnant. Passionnant. En fait, on néglige souvent dans l'apprentissage traditionnel la dimension ludique d'apprendre une langue. Ça devrait être un plaisir, c'est quelque chose qu'on fait en général pendant ses loisirs. Donc vraiment, il faut trouver des activités qui sont fun pour nous. Et on peut même aller beaucoup plus loin, on peut faire les choses qu'on fait pendant notre temps libre en français, donc je suppose qu'on est tous de langue maternelle française, et faire ces choses-là dans notre langue cible. Par exemple,
Je sais pas si vous adorez certaines séries de science-fiction ou autres, bah, essayez d'aller les regarder. Devenir accro à une série, c'est vraiment un truc super parce qu'on a envie de voir l'épisode d'après et l'épisode d'après et le suivant et on finit par être beaucoup plus en contact avec la langue en fait parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe après. Bref, trouvez quelque chose qui vous passionne vous. Si vous êtes en train de chercher une belle déco pour votre salle à manger, allez regarder des tutoriels de décoration de salle à manger en anglais si vous apprenez l'anglais. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Et comme ça, vous ferez d'une pierre deux coups, vous joindrez l'utile à l'agréable. Bref, efficace. Alors, c'est pas le tout d'avoir choisi des activités fun, etc. Mais il faut que ce soit aligné avec nos objectifs. Par exemple, si on veut vraiment pouvoir parler la langue quand on est en déplacement dans le pays, ne serait-ce qu'à un niveau basique, de pouvoir se présenter, commander au restaurant, interagir, acheter un billet de bus sans se retrouver dans une autre destination, bref, se faire comprendre, eh bien, si on a envie de parler cette langue, eh bien, va falloir mettre en place des activités qui vont nous aider à parler. Et si on se contente de lire des textes de façon passive, et ben, le jour où on sera confronté à un vrai natif, dans un vrai contexte, avec du bruit, on n'entend pas bien, ben, on aura franchement du mal à discuter. Et d'ailleurs, les gens sont incroyablement optimistes, parfois, en ce qui concerne l'apprentissage des langues. On a des espoirs comme ça qu'on n'aurait pas dans d'autres domaines de notre vie. Par exemple, imaginez que vous voulez apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Vous n'allez pas vous dire... Bon, je m'achète une guitare bien chère, et dans un mois, je donne un concert dans le café musical du coin. Et pendant un mois, ce que vous faites, c'est regarder des tutoriels sur YouTube de comment jouer la guitare et lire de la théorie là-dessus. Jamais vous arriverez à faire un concert au bout d'un mois en faisant ça. Mais alors pourquoi on fait ça quand on essaie de parler une langue? Imaginez... Vous vous achetez une méthode, un livre bien cher ou un cours, etc. Et où vous regardez juste des vidéos de façon passive, mais vous vous imaginez que dans un mois, quand vous partirez en vacances sur la Costa del Sol, eh bien vous allez être capable de plus ou moins vous débrouiller au restaurant. C'est pas réaliste. Comme le joueur de guitare, il va falloir s'entraîner, il va falloir tester soi-même, faire les accords, faire des fausses notes, jusqu'à ce qu'on y arrive. Et oui, peut-être qu'on fera un concert un peu plus tard. Et oui, peut-être qu'on deviendra bilingue un jour, peut-être. Mais bon, il faut quand même commencer par le b.a-ba. Donc, soyons un petit peu réalistes et utilisons une méthode efficace. Si on veut parler, va falloir petit à petit commencer à essayer de discuter un petit peu, se présenter, dire quelques phrases, essayer de comprendre aussi, de la compréhension orale. Parce que c'est pas le tout de pouvoir dire quelque chose, mais quand on nous répond, si on comprend pas ce qu'on nous a dit, on va se retrouver un petit peu le bec dans l'eau à pas savoir comment continuer. Donc voilà. Au contraire, si vous avez besoin ou envie, ou pour le travail, de savoir envoyer des emails, bon, et ben concentrez-vous là-dessus. Apprenez quelques tournures de type de correspondance. Les correspondances par email, c'est un peu toujours pareil. Apprenez quelques formules et à partir de là, commencez à élaborer. Bref, que vos activités, ressources, livres, etc. que vous utilisez soient en adéquation avec les objectifs que vous voulez atteindre. Évidemment, les objectifs vont évoluer parce que au fur et à mesure que vous allez apprendre des choses, que vous allez vous améliorer, bah forcément vous allez aller un petit peu plus loin et peut-être qu'au début vous vouliez juste pouvoir commander quelque chose au restaurant pendant vos vacances et qu'en fait ça vous a plu et qu'ensuite vous aimeriez bien pouvoir parler un tout petit peu plus couramment, etc. au fur et à mesure. Et un système régulier. Alors ça c'est vraiment la base. On a des mauvaises habitudes parce qu'on était tous à l'école et je pense, enfin en tout cas c'est mon cas et je pense que tout le monde a déjà fait ça. C'est vite, 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 avant le devoir sur table, l'examen, la veille, allez, on passe des heures et on essaie d'apprendre notre liste de vocabulaire ou ce qu'il faut pour recracher ça le lendemain matin. C'est bon, on a une bonne note ou alors on a eu la moyenne et voilà. Mais le truc en fait, c'est que
pour vraiment apprendre une langue vite et bien, eh ben c'est beaucoup mieux plutôt que de faire 4 heures d'allemand le dimanche, ben c'est d'en faire un tout petit peu tous les jours. Il suffit de 10 minutes par jour. C'est incroyable ce qu'on peut réussir à obtenir en 10 minutes par jour. Vous avez vu que je parlais slovaque? Eh bien en fait, j'ai acheté un livre qui me plaisait bien avec un CD, etc. Et tous les matins, pendant 10 minutes, je faisais des exercices, il y avait les réponses à la fin du livre, donc je regardais après, etc. Et quand j'avais une question, où je ne comprenais pas quelque chose, je mettais une petite croix. Et une fois par semaine, j'avais 1 heure de consultation grammaticale avec une personne en ligne qui savait expliquer la grammaire. Et voilà. Et en fait, et le soir, quand j'étais crevée, que j'avais plus envie de rien faire du tout, je regardais des séries en slovaque. Mais alors sans chercher les mots, sans chercher à tout comprendre, juste comme ça, posée sur mon canapé. Et bien en 3 mois, avec 10 minutes le matin et 2-3 épisodes maximum le soir avant d'aller me coucher, j'ai fini le niveau A2 en slovaque en 3 mois. C'est incroyable en fait l'effet cumulé, la puissance d'une petite habitude. Et on n'a pas l'impression, en fait, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur le court terme et à sous-estimer ce qu'on peut réussir à obtenir sur le long terme. Alors que c'est tout le contraire. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner pour mettre en place ce système régulier, ce serait d'établir une règle de régularité. De vous dire, à chaque fois que j'attends le bus à l'arrêt, pof, je me mets un podcast dans les oreilles ou... tous les matins en me levant, je fais 10 minutes, comme moi j'ai fait, ou voilà, pendant ma pause déjeuner, je parle en ligne avec un correspondant sur Skype pendant une demi-heure, etc., etc. Bien. Et pour vraiment ne pas perdre le fil et mettre en place cette méthode dans votre vie pour vous améliorer, vous, dans la langue de votre choix, moi je vous propose d'établir 2 priorités d'abord. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout apprendre en même temps, c'est pas possible. On ne va pas d'un seul coup ingurgiter toute la grammaire, connaître le champ lexical d'absolument tout. Donc, concentrons-nous sur 2 priorités. Ça peut être plein de choses. On va voir, j'ai des exemples. Et se concentrer sur ces 2 priorités pendant 2 mois. Alors voilà les exemples. Par exemple, ça peut être... mieux lire, s'entraîner tout simplement à lire. Alors soit avec des livres faciles ou des versions bilingues. S'il vous plaît. Merci. Bien. Et voilà, alors ça peut être... En fait, vous allez remarquer vous-même ce qui vous manque dans la langue. De quoi vous avez besoin. Si vous faites toujours la même faute de grammaire, si vous confondez vos temps du passé, par exemple... c'est peut-être que il y aurait ça à travailler. Ou si vous avez un besoin particulier pour le travail ou autre, vous pouvez apprendre une spécialité. Vous dire, voilà, choisissez 2 priorités principales. Ça ne veut pas dire ne faire que ça, mais quand même, parce que comme ça, vous allez vraiment voir des résultats. Si vous avez du mal à comprendre à l'oral quand les gens parlent, si pendant 2 mois, vous vous concentrez sur écouter en même temps que vous apprenez quelques expressions idiomatiques, par exemple, vous allez voir au bout de 2 mois que votre compréhension orale va avoir changé du tout au tout. Vous allez vous être amélioré d'une façon incroyable en fait. Et au bout de 2 mois, c'est le moment de faire un bilan. De dire, bon, est-ce que je continue avec l'écoute ou est-ce que j'établis d'autres priorités ? Alors évidemment, ça c'est ce qui marche le mieux pour moi, 2 priorités 2 mois, mais vous pouvez l'adapter. Et d'ailleurs, le système doit être unique, donc vous devez adapter ça à vous. Ça peut être 1 mois pour commencer, c'est pas mal aussi 1 mois. Prenez le mois de février, en plus c'est un mois court, vous pouvez vous dire, hop, j'établis 2 priorités, j'essaie de faire quelque chose, voilà. Ça peut être 3 mois. Benny Lewis, qui part en immersion, lui, il fait 3 mois. Son blog, c'est Fluent in 3 months. Après, chacun son truc. C'est à vous de tester, voir ce qui vous va le mieux. Vous pouvez aussi prendre 3 priorités, ou une seule. Mais je conseille quand même pas plus de 3. Et une, ça risque d'être un peu rébarbatif. Je sais pas, ça dépend si vous avez beaucoup de temps libre ou pas. Mais ça peut être tout simplement, si vous n'avez pas le temps, mais vous voulez améliorer votre écrit, d'écrire 5 phrases par jour et de vous les faire corriger, par exemple.
minimum. Choisissez une habitude simple et basique pour ne pas vous décourager et pour accumuler des petits succès en fait et pour avoir envie de continuer. Et aussi, ces activités fun vont vous donner envie de lire le texte parce que c'est rigolo, parce que vous allez avoir envie de savoir la suite, etc. Bien, donc c'est à vous maintenant de vous poser les bonnes questions. Quel système je vais mettre en place? Donc il faut vraiment s'engager. S'engager sur avec quoi? Avec qui? Où? Quand je vais apprendre cette langue? Et engagez-vous, hein. Par exemple, il y a plein de façons de s'engager. Alors, on peut se donner des récompenses. Moi, par exemple, j'avais testé la récompense négative, c'est-à-dire que si je ne fais pas ce que j'avais décidé de faire, eh ben, je ferai un don au parti fasciste slovaque que je n'apprécie pas du tout. Donc, ça m'aurait fait tellement mal au cœur, en fait, de leur donner 50 € que voilà, je me suis engagée publiquement et donc j'ai donné les 50 € à un ami. Et si au bout, alors qu'est-ce que c'était? Je devais, oui, écrire 5 phrases par jour, c'était ça, et apprendre une chanson en un mois, dans la langue. Et donc, le dernier jour du mois, à mon ami auquel j'avais remis ces 50 €, je lui ai chanté la chanson, il m'a dit bon, c'est bon. Et il a contrôlé mes 5 phrases par jour. Et donc, il n'a pas fait le don de 50 € à ce parti fasciste, voilà. Donc, ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi, mais engagez-vous concrètement. Dites-le sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, comme ça, ils vont vous relancer, vont vous dire « Alors, l'allemand, ça se passe comment ?» Ça peut être une façon de s'engager. Ou ça peut être tout simplement avec soi-même, de se dire « Bon, bah voilà, je m'y mets » ou en allant en cours, on s'inscrit et on y va. Ensuite, la deuxième question, est-ce que mon système est unique? Souvenez-vous du t-shirt, faut que ça vous aille, et surtout les chaussures, si vous voulez avancer. Voilà, donc il faut que ce soit adapté à vous, et si ça ne marche pas, eh ben, choisissez autre chose, n'ayez pas peur de changer. Est-ce que les ressources choisies m'intéressent? Pareil, faut que ça ait un rapport avec nos passions, nos centres d'intérêt, autrement, c'est pas la peine. Prenez le livre en main. Si le format vous plaît pas, si la voix de la dame dans les audios est nasillarde et qu'elle vous insupporte, eh ben choisissez autre chose. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez acheté ce livre-là, ou parce qu'un tel a bien réussi comme ça, de faire comme cette personne-là. Moi, j'ai un ami qui a appris une langue par la chanson, donc il a appris avec des paroles de chansons, etc. Il ne jure que par ça, mais bon, ça peut marcher pour certains, mais pour d'autres, bah, c'est pas du tout notre truc. Si on n'aime pas forcément chanter, enfin, voilà. Après, chacun son truc, faut trouver ce qui nous correspond. Est-ce que les ressources choisies sont efficaces? Donc pareil, par rapport aux priorités, aux 2 priorités qu'on a établies pour nos 2 mois, eh bien, voir si c'est vraiment aligné, en adéquation. Si ça va, en faisant ça tous les jours, est-ce qu'on va vraiment arriver à notre but ou pas du tout? Donc dans ce cas-là, il faut redresser un petit peu la course. Et finalement, est-ce que mon système est régulier? Donc je vous disais de vous engager et de faire ça comme une habitude. Utilisez des déclencheurs, des choses que vous faites déjà tous les jours. Ça peut être par exemple tous les jours, je me brosse les dents. Et bien après m'être brossé les dents, pof, je vais faire un exercice. Ou dans le tram ou dans le métro, vous avez un métro vous dans le tram, dans le métro, hop, dès que je m'assois, je lis un livre. Ça peut être plein de choses, ça peut être j'écoute des podcasts pendant que je fais le ménage chez moi. D'ailleurs, j'ai une copine qui est pas une grande fan du ménage, c'est pas la super ménagère, mais elle avait trouvé des podcasts très sympathiques en allemand. Et elle a commencé à les écouter, et en fait ça l'a tellement motivée qu'elle disait « Bon allez, encore un petit peu, et encore un petit peu », et elle a commencé à sticker par-ci par-là, parce qu'elle avait juste envie de continuer à écouter le podcast, et finalement son appartement n'a jamais été aussi propre que depuis qu'elle écoute des podcasts en allemand. Donc voilà, cherchez votre petit système à vous, ce qui marche pour vous. Et ensuite, les pistes d'activité sont nombreuses, mais il n'y a pas une grande révolution en fait. La révolution, c'est dans l'attitude, dans l'approche que vous allez avoir. Passer de cet état un peu passif où on attend qu'on nous enseigne
à cet état actif où on se dit, bon bah, je prends mon apprentissage en main et je fais ce qui me plaît, quand ça me convient et à ma façon. Et donc, ces pistes d'activité, donc ça peut être pour la compréhension orale, des vidéos sur YouTube, des séries, alors du genre qui vous plaît à vous. On n'a pas tous les mêmes goûts. Des films, des livres audio, etc., podcasts en version originale. Pour la prononciation, on peut essayer d'imiter, d'écouter des gens et d'essayer d'imiter leur façon de parler, etc. Bon, pour la grammaire, il y a des manuels, des exercices en ligne, il y a des applications aussi. Le vocabulaire, il y a la répétition espacée. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver plein de choses. Bref, voilà. En fait, la méthode, donc super, ce système unique, passionnant, efficace et régulier, il s'agit tout simplement de prendre votre apprentissage en main et de vous créer, vous, votre propre approche, comme un polyglotte le fait en fait. Et vous m'en direz des nouvelles, je pense que vous aurez des résultats. Et donc si vous voulez rester en contact avec moi, vous avez sans doute vu mon petit logo dans le coin. En fait, j'ai une chaîne sur YouTube où je donne des conseils pour s'améliorer en langue. Elle s'appelle Je tente, tout attaché. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'apprentissage des langues ou les voyages. En fait, je tourne des vidéos dans pas mal de pays, d'endroits différents à l'étranger. Et je donne toujours des conseils pratiques. Aussi, je donne des ressources concrètes qu'on peut utiliser pour améliorer son anglais écrit gratuitement, pour ceci, cela, je teste des applications, etc. Voilà. Et comme vous m'avez fait l'honneur de venir ce matin, un dimanche matin, froid, et je suis très contente que vous soyez là, et bien pour vous, j'ai le défi Je tente qui est complètement gratuit. Si vous voulez vous inscrire, c'est à cette adresse, jetente.com/défi, et vous allez recevoir pendant 2 mois une vidéo par semaine. Et en fait, cette vidéo va vous permettre de mettre en place une petite activité ludique, sympathique, pour vous améliorer dans votre langue cible. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, je parlais d'engagement tout à l'heure, engagez-vous, et bien ça peut être une façon de s'engager en fait, de faire un petit défi avec moi, avec un groupe de personnes, et comme ça, on se dit, allez, une fois par semaine, je regarde la vidéo et ensuite je mets en place l'action de la semaine et vous verrez qu'au bout de 2 mois, eh ben, vous aurez découvert peut-être d'autres façons de procéder ou vous aurez fait des petites choses que autrement vous n'auriez pas faites dans cette langue. Parce que l'important, c'est de se créer un bain, une immersion, d'être en contact régulier avec la langue qu'on apprend. Bref, voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon apprentissage.